Ouais, les mecs se font chier, on dirait un peu. Ouais, c'est un peu mou. Enfin, ça dépend dans quel pays. Ouais. J'y connais pas grand-chose, moi. Et c'est quoi une démocratie, déjà? Ça tourne en boucle comme BFM, t'existes plus comme REM, tout est en grève comme RER, ça capte partout comme France Inter. Faut pas croire tout ce qu'on dit à la télévision. Merci YouTube pour la liberté d'expression. Sur la vérité absolue, de l'info et de l'actu. T'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. Sur la vérité absolue, de l'info et de l'actu. T'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. Calme-toi Dimitri, la force tranquille, ça tape dans le mille. De midi à minuit, t'es comme les mensonges comme des quilles. Depuis qu'il y a des séances publiques, je veux plus au cirque mais à l'hémicycle. Scandale politique et médiatique, pour rien rater il faut que tu cliques. Mec c'est Rémi, le meilleur du pire en ligne de mire. Aucun parti pris, que des avis bien réfléchis. J'suis encore bourré comme un Polac, donc j'pensais voir Laurent Ournac. J'crois que j'suis toujours à côté de la plaque, mais en politique j'sais qui est le crack. Ouais j'sais qui est le crack. Juste milieu. J'crois que j'sais qui est le crack. Sali des kilomètres de presse pour faire un résumé express. Ça charbonne comme un chinois avec la qualité d'un bavarois. On sera en retraite après notre mort, on sera bouffé par l'inflation. Dans le doute je vais voter Voldemort pour les prochaines élections. Passe de la country à la drill sans transition. C'est pas une bonne idée de me confier cette mission. Si t'aimes pas, dégoûte pas les autres. C'est pas moi qui le dis, moi je suis le roi des pauvres. Pour réfléchir, j'ai qu'un euro, non, moi je tomberai pas dans la fraude. Je le prononce Mittel, comme Angela Merkel. Désolé, je fais ce que je peux, je trouve ma répartie chez Lidl. Des enquêtes exceptionnelles, pas de langue de bois et de l'humour. La revue c'est juste mensuel, les vidéos c'est juste tous les jours. Ouais, c'est juste tous les jours. Juste milieu. Regarde ça tous les jours. Juste milieu. Désolé pour mon manque de répartie. Je sais même pas ce que je débite. C'est dur la géopolitique. Ou un peu comme ma... République. Ma République, non? C'est dur la République quand même, non? Ouais? Non? Ah non, c'est mou, non? Ouais, les mecs se font chier, on dirait un peu. Ouais, c'est un peu mou. Enfin, ça dépend dans quel pays. Ouais. J'y connais pas grand-chose, moi. Et c'est quoi une démocratie, déjà?
Ça tourne en boucle comme BFM, t'existes plus comme REM. Tout est en grève comme RER, ça capte partout comme France Inter. Faut pas croire tout ce qu'on dit à la télévision. Merci YouTube pour la liberté d'expression. C'est la vérité absolue, de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. C'est la vérité absolue, de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. Calme-toi Dimitri, la force tranquille, ça tape dans le mille. De midi à minuit, dégomme les mensonges comme des quilles. Depuis qu'il y a des séances publiques, je veux plus au cirque mais à l'hémicycle. Scandale politique et médiatique, pour rien rater il faut que tu cliques. Mec c'est Rémi, le meilleur du pire en ligne de mire. Aucun parti pris, que des avis bien réfléchis. J'suis encore bourré comme un Polac, donc j'pensais voir Laurent Ournac. J'crois que j'suis toujours à côté de la plaque, mais en politique j'sais qui est le crack. Ouais j'sais qui est le crack. Juste milieu. J'crois que j'sais qui est le crack. Ça lit des kilomètres de presse pour faire un résumé express. Ça charbonne comme un chinois avec la qualité d'un bavarois. On sera en retraite après notre mort, on sera bouffé par l'inflation. Dans le doute je vais voter Voldemort pour les prochaines élections. Passe de la country à la drill sans transition. C'est pas une bonne idée de me confier cette mission. Si t'aimes pas, dégoûte pas les autres. C'est pas moi qui le dis, moi je suis le roi des pauvres. Pour réfléchir, j'ai qu'un euro, non, moi je tomberai pas dans la fraude. Je le prononcerai Lichesmittel, comme Angela Merkel. Désolé, je fais ce que je peux, je trouve ma répartie chez Lidl. Des enquêtes exceptionnelles, pas de langue de bois et de l'humour. La revue c'est juste mensuel, les vidéos c'est juste tous les jours. Ouais, c'est juste tous les jours. Juste milieu. Regarde ça tous les jours. Juste milieu. Désolé pour mon manque de répartie. Je sais même pas ce que je débite. C'est dur la géopolitique. Ou un peu comme ma République. Ma République, non? C'est dur la République quand même, non? Ouais? Non? Ah non, c'est mou, non? Ouais, les mecs se font chier, on dirait un peu. Ouais, c'est un peu mou. Enfin, ça dépend dans quel pays. Ouais. J'y connais pas grand-chose, moi. Et c'est quoi une démocratie, déjà? Messieurs, dames, bonjour à tous. Avec le son, c'est mieux.
Au nord, c'était les Corons, le RC Lens qui s'impose en Ligue des Champions hier contre Arsenal. On voulait commencer l'émission, les frissons, on adore les Corons en Ligue des Champions. C'est magnifique, le peuple lensois, le peuple du Nord. Voilà, bravo, bravo Lens, bravo le football. Un Lens qui réussit cette performance très française d'être avant-dernier en Ligue 2 en Ligue 1 pardon, et d'aller battre Arsenal qui est deuxième au classement en Première Ligue en Angleterre. Donc c'est magnifique. Voilà, on aime le Nord, on aime les frites, on aime Lens, on aime Pierre Bachelet. On se régale et on est mercredi les amis, on se retrouve. J'espère que vous, ça va, que vous avez la banane, que vous êtes en forme. Mercredi, c'est farce tranquille, évidemment. Donc, on est ensemble jusqu'à 18h, peut-être un petit peu plus, mais c'est pas grave. Vous irez sur la vidéo. Enfin, on va pas se faire de concurrence entre nous. On n'est pas le gouvernement. Donc, on est entre nous et ça fait plaisir, les amis. Avec aujourd'hui un menu musclé. On continue avec Hold Up. Je vous l'ai dit, c'est le visionnage. On refait le match, de voir un petit peu ce qui se passe à l'heure où ça y est. En plus, ils ont tellement dit n'importe quoi. Alors, on regardera aussi Hold On, qui est la suite sur le vaccin, que j'ai pas vu. Donc, je vais vraiment le réact avec vous. Mais on parlait hier du ministre de la Santé, Aurélien Rousseau, en toute détente, qui vient t'expliquer qu'il n'y a pas d'effet secondaire, machin. Enfin, on va pas radoter. Donc, ce documentaire, mine de rien, est encore plus d'actualité que jamais. Voilà. Donc, on va parler de ça. On va parler de Sophie Binet. On va parler de Marine Tondelier. J'ai quelques petits sujets à évoquer avec vous avant. Et puis, après voilà. On se laissera tranquille vers 18h pour la farce tranquille. Donc dans le chat, les copains, il y a Fu8 qui dit Salut Rémi, as-tu regardé Alexis Poulain chez Abercane? Pas encore, j'ai pas eu le temps. Je vous avoue, hier, je suis rentré un peu plus tard à la baraque, j'ai pas eu le temps. J'ai pas une minute pour moi. En plus, je suis en train de me farcir le truc de Agnès Buzyn. Je te dis, je rentre chez moi, j'ai envie de m'épiler les genoux, hein. C'est le seul truc que j'ai envie de faire. Et là, j'ai continué ce matin dans le bus, enfin, on en a marre. Donc, non, j'ai pas vu qu'est-ce qui s'est dit dans l'émission. N'hésitez pas à dire en commentaire ceux qui l'ont vu. Avec plaisir, les deux copains, Alexis et Idriss, que j'embrasse. Voilà, évidemment, parce que c'est important, l'esprit d'équipe. Hein, au nord, c'était le Coron, c'est ce qu'on disait. Donc, et Fu8 qui dit dommage, il y a un moment qui va beaucoup te plaire. Alors, dis-moi par rapport à quoi? Tease-moi la chose, parce que je vais le regarder, mais je sais pas encore quand. Je t'avoue que j'essaie de regarder un peu le travail des autres copains, mais forcément, j'ai pas tout le temps. J'ai du retard à chaque fois. J'ai du retard. Kundun qui dit ils ont parlé du prix Nobel de médecine. Bah oui, oui. Non, mais est-ce que c'est une surprise? Voilà, les deux récipiendaires du prix Nobel de médecine, qui sont les inventeurs de l'ARN, enfin de la technologie de vaccin ARN messager. Bon, ça étonne qui? Hein? Est-ce que ça t'étonne en disant qu'on pourrait dire en se pinçant les tétés, hein, ça t'étonne? Non, non, bon, c'est comme ça. Je sais pas. Faut que je regarde. Faut que je regarde l'émission, les amis. Donc, voilà. Hein, voilà ce que je voulais vous dire. Euh, Qu'est-ce que je peux. Voilà, c'est le monde est fou, le monde est zinzin. On continue comme ça, on continue comme ça. Et on va parler d'Elon Musk aussi aujourd'hui, hein, je vous le dis, il y a pas mal de choses. Mais avant, une séquence qui est pas très drôle, que je voulais vous montrer quand même pour dire où on en est, parce que la réalité dans les médias est quand même parfois. Je dis pas qu'elle est pas exacte. Je dis qu'ils ont peut-être pas le temps de tout couvrir, ça s'entend, ça, il n'y a pas de problème. Euh, Vidéo qui a été publiée par un syndicat de pompiers de ce qui se passe à un hôpital à Perpignan. Regardez la situation des brancards qui se retrouvent bloqués à l'entrée des urgences. C'est terrible. Voilà, hein, donc cette séquence, vous avez vu, bon, l'idée, vous la comprenez, cette réalité, effectivement, qui n'est pas celle des plateaux TV, bien trop occupée à rendre hommage à Jean-Pierre Alcabache. Alors, paix à son âme, on est d'accord, mais ils nous refont le coup de Leclerc, le frère de Julien Clerc, comment il s'appelait? Gérard Leclerc, voilà. Gérard Leclerc, le frère de Julien Clerc, donc, qui est décédé malheureusement dans un accident d'avion il n'y a pas longtemps. À chaque fois, il rend hommage aux journalistes décédés, avec comme ça un hommage incroyable. Ils étaient tous parfaits, ils étaient tous machins. Je trouve qu'il y a des. Bon, mais c'est pas le sujet. Parfois, c'est peut-être un petit peu excessif. On peut rendre hommage sans pour autant trahir la mémoire, dans un sens comme dans l'autre, mais bon, c'est pas grave. Mais cette réalité-là, effectivement, de ce qui se passe aujourd'hui devant les urgences à Perpignan, je ne pense pas que ce soit un cas isolé. Voilà, ça c'est la réalité qui passera peut-être pas sur BFM. Alors, je dis des bêtises, peut-être qu'ils ont relayé la vidéo, ça je ne suis pas sûr, je vous avoue, je regarde pas BFM tous les jours. Mais voilà, assez zinzin cette histoire-là. Mais je voulais vous montrer quand même la séquence. Et merci à ce syndicat de pompiers, et aux pompiers et aux membres des forces de l'ordre, des forces de santé, de tout ce que vous voulez.
tous ceux qui intervenaient, qu'on applaudissait aux fenêtres, et aujourd'hui à qui on pisse allègrement à la gueule au niveau du gouvernement. Bon, bah, c'est voilà, hein, c'est un petit peu la tuilasse. Massan 3466 qui nous dit: pas étonnant pour les urgences, il y a 2 ans, j'ai eu une crise d'épilepsie, j'ai été pris 7 heures après. Ouais. Voilà, c'est vrai que c'est chaud. Non, non, mais faut pas déconner. Faut pas déconner avec ça parce que vraiment, c'est gravissime. Des décès de gens qui sont pas pris en charge dans les temps. Enfin bref, c'est hallucinant. Si on avait dit ça en France il y a ne serait-ce que 10 ans, on n'y aurait pas cru. Mais bon, c'est la vie. On continue aujourd'hui avec d'autres actualités que je voulais voir avec vous, les amis, avant d'aller du côté de Hold Up. On a Marine Tondelier. Je voulais vous en parler parce que, bon, alors, non pas que ce qu'elle a dit est intéressant, mais ça y est, c'est officiel. Le nouveau nom du parti, alors avant c'était Europe Écologie Les Verts, là c'est les écologistes. Voilà. Et elle avait quelque chose à nous déclarer là-dessus. Mais ce que nous voulons marquer avec le nom des écologistes, c'est le lancement d'un grand mouvement fédérateur qui montre que nous serons bien plus qu'un parti politique. On va lancer une application téléphone, par exemple, pour tous les écologistes de ce pays, qu'ils soient écologistes politiques ou pas, qu'ils soient engagés ou pas. S'ils ont l'écologie dans un coin de leur tête, on veut travailler avec eux. C'est l'âge de la maturité, on va dire, pour les écologistes. Voilà. Et c'est Parce ça qu'avant, c'était des bambins prépubères. Voilà. C'est le pire lancement qu'on puisse faire. Honnêtement, c'est vraiment, tu lances une gamme de préservatifs, tu dis en plus, on les a tous testés. Non, franchement, non. C'est pas ça. C'est pas le lancement est nul. Le lancement est nul. T'as vraiment un truc. Bon, avant, on était des merdes, mais là, c'est mieux. Puis on a une application. Ah, d'accord. C'est l'âge de la maturité. Parce ils étaient immatures avant. Alors, on s'en serait douté. Mais non. Voilà. Alors, c'est pas très intéressant, mais on est entre nous sur Twitch. Je dois vous avouer un truc quand même que. Je craque sur Marine Tondelier. Non, mais je le dis, je le dis. Hein, je suis devenu écolo. Je trouve qu'elle est jolie comme tout. Il faut, je veux dire, en politique, on dit les hommes, il faut que les hommes soient séduisants pour séduire l'électorat. On peut tout à fait dire la même chose des femmes. Et d'ailleurs, ça se vérifie. Vous prenez une Giorgia Meloni, c'est quand même autre chose que Robert Hue. Et ben moi, je le dis, voilà, homme-femme. Bah oui, c'est vrai que un Gabriel Attal, il est beau gosse. Insupportable, effectivement. Tu bois pas un shooter avec lui. Mais Marine Tondelier, voilà, je suis amoureux. Voilà. C'est tout. C'est comme ça. Je trouve qu'elle est mimi comme tout. Ce matin, tu vois, j'ai chié dans la rue, mais dans des pissenlits, parce que je suis écolo. Je respecte. J'ai fait un feu de camp dans ma baraque. J'ai fermé les fenêtres pour pas polluer. C'est normal. C'est l'écologie. Tu vois, j'ai pas laissé le robinet couler cette nuit. Pourquoi? Parce que je suis écolo. Et ça, c'est grâce à Marine Tondelier. D'ailleurs, elle s'appelle Marine, donc tu vois, comme quoi, c'est pas un prénom qui conditionne un personnage. Hein. Donc non, non, moi, là, je suis amoureux. Hein. Peut-être que je suis amoureux, en fait, on sait pas. Hein. On sait pas. Mais c'est vrai, de toute façon, plus sérieusement, l'esthétique compte énormément en politique, on va pas se mentir. Là. Ça, ce serait de la cagolerie que de le nier. Il compte en politique, mais en marketing aussi, évidemment. Dans les domaines où il est question de représentation, bien sûr qu'un physique agréable et avenant compte énormément. Ça, c'est assez redoutable, mais c'est comme ça. On peut pas se contenter de le dire dans des milieux autres, genre le sport, quand on parle des belles Apollon, des choses comme ça. Bah, en interview, c'est sûr que tu préfères regarder un interview de Florent Manodou que de Vincent Moscato. J'adore Vincent Moscato. Mais tu vois, physiquement, malheureusement, t'as pas le choix. C'est terrible, mais c'est comme ça. Tu vois, mais je vois dans le chat, il y a l'Astromanov 56 qui dit fais gaffe, tu vas voir tout le monde woke sur le dos. Non, mais les woke, c'est pareil, ils sont mignons comme tout. Mais je veux dire, c'est là où en plus enfin bon, on va pas faire le débat woke aujourd'hui. Mais vous prenez même le courant woke, par exemple, à Disney. Ils vont vous dire on est dans l'inclusivité, ils font tout ce qu'ils peuvent pour faire de la com là-dessus. Alors, la com, c'est-à-dire qu'à la fin, ça génère des dollars. Au fond, ils en ont rien à branler du courant woke, ça, on s'en doute. Mais tu vois la petite sirène, ils ont dit on met une actrice noire parce que quand même, on est inclusif et compagnie. Bah ouais, mais pourquoi ils n'ont pas pris une actrice noire cul-de-jatte, sans bras et avec un physique peu avenant? Tu vois, ils ont quand même pris une fille tout à fait jolie. Donc c'est là où on voit les limites du truc. Pour rester dans Disney, je vous l'avais déjà raconté, tu vas à Disneyland, c'est un truc qui m'avait énervé, au-delà du fait que j'adore Disney, ça c'est vrai. Tu vas à Disney, t'as la parade avec Mickey, Dingo, ils sont comme ça. Enfin, moi aussi, je suis comme ça, je suis content. J'ai mes oreilles de Minnie, alors qu'est-ce qu'il y a? J'ai le droit de m'amuser. Et t'as la parade. Alors, j'y étais pour mon anniversaire. C'est Madame Milieu, bah, elle sait comment bricoler, hein, le monsieur. Et elle m'a dit, ouais, on va à Disney et tout. J'ai dit merci, ça fait plaisir. Et
Juste après, il y avait la Pride Day, je sais pas quoi, à Disney. Donc une journée ou deux dans le parc est mis aux couleurs woke et tout machin. Et en fait, la Pride Day, tu sais, tu dis, alors Disney, ils sont inclusifs, ils sont machin. Tu regardes les parades, je suis désolé, toutes les filles, elles sont magnifiques. Tous les garçons, ils sont magnifiques. Ils jouent les héros, le prince, Peter Pan, ce que tu veux. Ils sont tous très beaux. Donc le courant woke, comment dire, s'incline lui aussi, malgré tous les beaux discours, sur le réel. Et malheureusement, pour guider les hommes avec un H majuscule, le physique entre en ligne de compte. Je suis désolé. Demain, il faut aller à la bagarre. Tu te ranges plus facilement derrière Sébastien Chabal que derrière Nicolas Sarkozy. Tu vois, si demain, il faut aller se battre épée à la main, tu vois, pas sûr. Et encore, vous me dites ça, mais Napoléon n'était pas connu non plus pour être un bodybuilder. Ça peut trouver des limites. Mais bon, voilà, c'est mon raisonnement, ça vaut ce que ça vaut. On n'est pas quand même sur l'universitaire. Mais voilà. Fu8 qui dit Julien Pain est plutôt BG, pourtant je te regarde toi, suis-je normal? Ça fait pas plaisir. Ça c'est insultant. Ça. Non, mais je déconne, c'est vrai que je suis éclaté au sol. Ça, c'est vrai que... Franchement, c'est pas demain que je vais convoler en nuit de noces avec Marine Tondelier. À mon avis, puis je suis pas déconstruit de toute façon. Puis physiquement, je suis même pas construit en vérité. C'est un meuble Ikea mal branlé, tu sais, il manque des planches. Le mode d'emploi était à l'envers. Enfin, je crois qu'on est foutu. Hein. Mais non, c'est un débat intéressant. Et c'est vrai que j'ai vu passer, oui, Brune Poisson, quelqu'un dans le chat qui dit Brune Poisson. Attends, je me rappelle plus sa tronche. Brune Poisson. Ouais. Ben, en même temps, ouais. Comme ça, les cheveux châtains, les yeux clairs, ouais, on est sur un profil qui m'intéresse, qui me parle au quotidien. On est sur une dynamique que je connais, que je maîtrise. Voilà. Donc, non, ouais, effectivement, c'est bien. C'est pas mal. Ouais, non, mais c'est vrai. Moi, je suis pas, de toute façon, je suis pas déconstruit, je suis foutu dans tous les cas. Clémence Guettet, non, c'est pas mon. Non, mais. Et tu vois, Attal, plutôt. Attal, j'ai dit, il y a eu qui? Il y a eu Bardella, plutôt beau gosse. Plutôt beau gosse quand même. Non, Clémence Guettet, c'est pas mon délire. Non, tu vois, je te dis les hommes pour parler de tout le monde. Comme ça, si jamais Sandrine Rousseau déboule dans le secteur, voilà. Mais non, on a qui d'autre chez les hommes? Attends, t'as qui? T'en as un autre qui est pas mal. C'était l'autre qui sort avec Michel Larocque aujourd'hui, là. Enfin, ou qui sortait, d'ailleurs, je suis pas dans les potins, mais qui était à droite. Lui, était vraiment beau gosse. Un peu à la Laurent Delahousse, un peu. Merde, comment qu'il s'appelait? Ah, Barouin, voilà, François Barouin. Lui, il était beau comme tout, lui. Regarde. Barouin. Lui, là, c'est quand même plutôt pas mal. Franchement, la mèche est rebelle, mais elle est soignée. Non, c'est pas mal. Et il sortait avec Michel Larocque. Ouais. Bon, tu me diras, on en a rien à foutre. Mais bon, bref. Donc, salut à Madi Crète qui dit bonjour Rémi, bonjour à tous depuis la Crète. Ça, c'est incroyable. Ça, c'est bien joué, la Crète. Magnifique, ça, on aime bien. Ça, on aime bien. C'est les punks avec la Crète. Non, mais c'est international. Hein. C'est international, c'est vrai qu'on est pas mal. Hein. On est pas mal. Hein. Ah, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Ouais. Mister Seriza 76 qui dit ça me rappelle Pascal Pro qui adorait Coralie Dubos. Donc clairement le physique n'est pas gage d'intelligence et de bienveillance. Non mais je te parle en termes de représentation. Après bon c'est un débat de toute façon. Voilà, tu vois, Robert Hue, Sandrine Rousseau sont pas emmerdés avec ces questions-là. C'est le truc, quoi. C'est le truc. Mais c'est la vie, je veux dire, c'est comme ça, faut pas se plaindre. C'est comme ça. Donc ouais, Marine Tondelier, Big Love Forever, voilà. Sinon, sans transition, on a Thierry Ardisson qui s'est énervé à la téloche. Ça fait toujours plaisir, moi j'aime bien. Hein, là, quand il y a de la vie un peu à la télé, alors on aime ou pas les personnages, mais il s'est fait cuisiner par c'est Philippe Vandel, je crois, et il a pas aimé, regarde. Autre séquence très forte qui a beaucoup fait parler, mais avec le recul, c'était en 2007, 95 Faubourg Saint-Honoré. Je raconte pour qui n'a pas vu l'émission. Vous receviez chez vous, c'est votre véritable adresse, des invités de tous bords, de tout poil, toujours avec votre charte. Vous recevez Tristan Bannon qui raconte quand elle a été agressée sexuellement par un homme, en l'occurrence c'était DSK. Le nom a été bipé, mais quand même tout le monde rigole grassement. Même chose. Est-ce que vous regardez cette séquence? Est-ce que vous regardez le bip? Attendez, vous êtes non mais attendez. Est-ce que vous la diffusez? Vous m'invitez pour parler d'Art Division et de ma nomination aux Emmy Awards à New York. C'était la question. Et on va passer 12 minutes à parler des 3 conneries que j'ai fait dans ma carrière. Je veux dire, franchement, c'est désagréable. Non. Je veux dire, mais si, c'est désagréable. Enfin, vous allez chercher, mais vous êtes tous pareils. La dernière fois que j'ai fait une émission dans ce groupe,
c'est la fille de ces médiatiques qui m'a expliqué pendant une demi-heure, je sais plus quoi. Je veux dire, si votre boulot, c'est de prendre les 3 trucs qui ont pas plu, les 3 conneries que j'ai fait en 40 ans de carrière, continuez. Non, Mais enfin, Thierry, pas c'est du nul et non avenu. Non, Vous voyez ce que je veux dire? Je suis d'accord. Alors, Qu'est-ce que vous juste voulez un dire? mot. Que je suis un macho Au contraire, horrible? du tout, Non, du tout. alors. Je dis juste que je trouve Tristan Manon, extraordinaire. on a coupé le nom de Dominique Strauss-Kahn. Tout le monde a bien compris que c'est Dominique Strauss-Kahn parce qu'elle s'est répandue ailleurs pour le dire. Je vois pas pourquoi, 20 ans après, on parle de ça. Enfin, franchement, c'est ridicule. Alors, vous m'avez très mal compris parce Bah que oui, c'est pas mon intention. j'espère vous avoir Thierry, mal compris. Vous Oui. avez très mal compris. Mon intention, c'est de dire c'est extraordinaire qu'Ardisson assume, alors que la plupart des gens auraient Oui, ça. bah oui, mais moi, Oh, je le suis renversement. Ah, je voulais vous montrer cette séquence au-delà du fait que c'est toujours sympa quand ça se prend le bec un petit peu à la téloche et que ça change des cadres convenus auxquels on est habitué. Mais très intéressant de voir Thierry Ardisson qui se plaint de sa propre méthode. C'est quand même du coup de génie. Lui qui était voilà, un habitué pour faire passer sur le grill ses invités où il allait chercher des dossiers emmerdants et tout. Et là, quand on lui fait ça, il aime pas. Je trouve ça toujours assez savoureux. Mais bon, c'est euh, c'est comme ça. C'est comme ça. On avait quoi d'autre, les amis, que je voulais évoquer avec vous? On a Elon Musk. Oui, Elon Musk, alors, qui est de partout. Elon Musk qui est de partout en ce moment. Alors, vous connaissez mon avis sur Elon Musk, on va pas refaire le match. Vous savez que je suis assez prudent sur le personnage. Enfin, je ne veux pas être dithyrambique, on va dire. C'est-à-dire, ok, l'investissement dans Twitter, donc désormais X, est un pas en avant pour la liberté d'expression. Ok, il s'oppose à bien des endroits contre le pouvoir en place, le diktat médiatique actuel et tout ça. Ok, je suis d'accord, on se serre la main. Par contre, on parle quand même de quelqu'un qui est très engagé aussi dans la cause transhumaniste via son entreprise Starlink, pas Starlink, pardon, pas Starlink, Neuralink, excusez-moi, où il développe actuellement notamment des puces à foutre dans le cerveau. Alors actuellement, c'est mis dans le cerveau d'une truie qui s'appelle Gertrude. C'est vrai, vous vérifierez. Tout ça pour créer une interface cerveau-machine. Et donc voilà, si vous voulez, pour moi, c'est un personnage qui est multifacette, on va dire. Je suis assez moyennasse et je veux pas être dithyrambique, mais il faut reconnaître que par moment, il envoie du gros bois. Il a publié une vidéo que vous avez sûrement vu passer. C'était sur son propre compte Twitter. Donc il a quand même 158 millions d'abonnés, c'est quand même pas mal. Ça fait plus de 2 fois plus de 2 fois la France, c'est quand même assez énorme. Et voilà la vidéo qu'il a partagée. You might need another shot. We've got to make sure we clarify that with people. It has nothing to do whether or not it's effective. Vous avez compris, hein, vous avez compris la logique avec l'évolution telle qu'elle était annoncée dans les médias de l'efficacité du vaccin contre le Covid-19. Alors, je dis vaccin, boudez pas ceux qui veulent qu'on dise injection, machin, tout. Ok, je le dis par simplicité de langage, on dit injection, on va dire injection, parce que je sais que parfois des gens me grondent par rapport à ça. Donc, voilà, vidéo relayée par Elon Musk qui est très intéressante parce que c'est une reprise hein, de ce qu'on pouvait lire dans les médias concernant une efficacité qui allait de mal en pis. Et forcément, ça a été vachement pointé du doigt. Merci à Alexandre DB1 qui vient de subprime, 6e mois d'abonnement. Merci beaucoup. Donc, pour dire voilà, les positions qu'il peut prendre un petit peu. Et là, alors là, c'est vrai que c'est le métavers. C'est le métavers. Il y a eu d'autres choses. Hein. Il y a eu d'autres choses. On peut taper, si vous tapez Elon Musk sur Twitter, vous avez beaucoup de propos. À tel point, et c'est dire d'ailleurs, tout ça est tellement, comment dire, cliché, à tel point que même Klaus Schwab, alors quand je disais, Elon Musk a partagé d'autres contenus hein, face au Covid, d'autres choses comme ça. Il n'y a pas eu que cette vidéo. Donc, petit à petit, il s'engage un petit peu dans cette voie-là, on va dire, à tel point que cela a fait réagir Klaus Schwab.
Merde. Ouais, regardez, il a fait une vidéo, Papy. And you are presenting new ways to minimize the spread of misinformation, and you want to combat dangerous extremist views in the internet. And you are presenting new ways to minimize the spread of Donc Clochefab, hein, qui a pas aimé tout ça, qui a parlé. Alors apparemment, elle concernerait quelqu'un. Ah, ça fait plaisir. Tu vois, débunkage en direct dans le fil du tweet. Je me suis fait avoir Ufovni76 qui dit la vidéo de Klaus concerne quelqu'un d'autre, Rémi. Elle remonte à 1 an ou 2. Pris sur le vif, rattrapé par la patrouille. Donc, je retire le propos. Tu vois, ça, c'est le risque parce que j'avais pas trop préparé mes sources là aujourd'hui. J'étais en interview cet après-midi. Vous allez voir, ça va être chouette. Ça sort dans 1 semaine et demie. Et du coup, là, j'arrive. Hop, je suis un peu sur le fil. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Paf. Tu vois, je suis en décalé, on se fait rattraper. Donc, je vous montre mon fil Twitter, qu'on regarde ça ensemble. Il y a eu plusieurs propos, il y a eu plusieurs choses comme ça. Et là, aujourd'hui, ce qui s'est passé, et là ça devient fou. Ça devient fou. Elon Musk a réagi à la condamnation d'Alain Soral. Donc, Alain Soral, pour vous résumer l'affaire, a été condamné en Suisse à 60 jours de prison pour avoir qualifié une journaliste de métavers. Pour avoir qualifié une journaliste de grosse lesbienne. Bon, après, voilà. Il a été condamné en Suisse à la suite de plaintes de groupes LGBT, d'assauts LGBT et compagnie. Et Elon Musk a réagi en disant « What he wrote was certainly rude, but to make it a criminal offense. » Donc, ce qu'il a dit est peut-être impoli, peut-être con, mais faut-il en faire une offense criminelle? Faut-il en faire une affaire de justice? Tu vois. Elon Musk a réagi. Donc là, c'est vrai que là, ça va un petit peu loin. Et c'est vrai que c'est assez intéressant. Alors, Alain Soral, je ne vais pas redire ce que je vous ai déjà dit, hein, vous le savez. Je trouve que dans certains de ces bouquins, il peut y avoir des choses très intéressantes, des raisonnements intéressants qui ont inspiré jusqu'à des gars comme Zemmour. Je pense par exemple au livre de Zemmour, Le Premier Sexe, qui a été inspiré vers la féminisation d'Alain Soral. Donc, je ne rejette pas du tout ce que j'ai dit. En revanche, et bien que ce soit la ligne juste milieu et tout ça, je reconnais tout à fait humblement que si je n'invite pas Alain Soral, c'est par manque de courage clair, car je ne veux pas mettre en péril ce que je fais avec Juste Milieu, que ce soit clair et net, j'assume complètement ce manque de couilles, comme il le dirait lui-même. Au moins, c'est clair, hein, j'essaie d'avoir au moins cette chevalerie de dire parfois, il ne faut pas s'engager dans tous les combats. Donc au moins, on est clair là-dessus. Mais ce qui est quand même très intéressant, c'est que on a Elon Musk qui réagit sur cette affaire d'Alain Soral. C'est vraiment très intéressant. Et c'est dire où vont les postures d'Elon Musk qui vient s'inviter sur des affaires en Europe et compagnie. Et à tel point, et là je me dis finalement, on est dans le vrai, à tel point que cela a fait réagir Conspiracy Watch. C'est aussi pour ça que je voulais vous en parler. Et ouais, Conspiracy Watch a dit Elon Musk qui vient à la rescousse de Soral maintenant, la boucle est bouclée. Ouais. Et Tristan Mendes France, ils sont revenus, tu vois. Ils sont revenus. Ouais. Et Musk qui défend Soral, Musk accélérateur de l'extrême droite conspi et antisémite à l'international. Ouais. Tristan Mendes France a dit que Musk c'était l'accélérateur de l'extrême droite conspi et antisémite à l'international des amants. Ouais. Alors on n'avait plus de nouvelles et en vrai, je dois vous avouer un truc. Ça me fait plaisir. Je suis content d'avoir des nouvelles de Tristan Mendes France, de Conspiracy Watch et tout, parce qu'on ne les avait pas vues jusqu'à présent, donc c'est chouette. Tiens, petit extrait d'Alain Soral, c'était à Lausanne. Tiens, c'était à Lausanne le 27 septembre, ce qu'il dit par rapport à son procès. Ça, je ne peux rien y faire. Par rapport aux propos que vous avez tenus, vous avez dit les regretter, vous le confirmez aujourd'hui? Non, je dis que si j'avais su ce que ça allait donner, étant donné que je suis en Suisse pour être tranquille et pour écrire et pour fuir les persécutions que je suis déjà en France, si j'avais su, je me serais abstenu, parce qu'effectivement, comme je l'avais déjà rappelé, d'ailleurs dans mon droit de réponse, je suis en Suisse pour être tranquille et écrire tranquillement. Je n'ai aucune activité publique et aucune activité politique. Et c'était d'ailleurs sur ça que portait ma critique de l'article, qui mentait en 3 points, parce qu'il disait que j'avais une activité de conférencier en Suisse, et donc j'avais fait remarquer que c'était pas moi, et que c'était pas en Suisse, et que c'était un séminaire de droit de mon avocat qui existe depuis des années et qui se situe en Savoie. Donc en fait, j'avais répondu à
un article qui me semblait mensonger en 3 points. Et j'avais cherché pourquoi cette journaliste m'était à ce point-là hostile et que ce n'était pas un travail d'information mais un travail militant. Et j'avais découvert sur Internet ces qualificatifs. Et je n'ai fait que les reproduire. Voilà la défense d'Alain Soral. Bon, pourquoi pas. Ensuite, c'est vrai que, donc, pour revenir sur cette histoire, c'est vraiment très intéressant ce qui se passe par rapport à Elon Musk. Alors après, comme dit tout à l'heure, on est d'accord, on n'est pas d'accord. Voilà, ça c'est encore un autre débat. Mais très content. Moi, honnêtement, je le dis avec beaucoup de tendresse, très content d'assister au retour de Conspiracy Watch. Parce qu'on n'avait pas beaucoup de nouvelles, tu vois. Donc ça c'est cool. Alors il y a le Conspizap, tiens. C'est vrai qu'il faut peut-être qu'on regarde ça par moment. Faudrait qu'on se farcisse ça. C'est bien, Conspizap, c'est bien. Il nous explique ce qu'il faut, ce qui est bien, ce qui est pas bien et tout. Peut-être qu'on va se faire ça maintenant. Ça me donne une idée, tu vois. Le Conspizap. Tous les mois, ils font un zapping avec tous les pires complotistes et tout. Peut-être faut le faire, comme ça on se tient au courant en fait. C'est important. Ouais, j'y suis de temps en temps, je sais, c'est pour ça que je suis content. Bah tiens, on va regarder, allez, on regarde celui de septembre. Comme ça, c'est fait. Parce que moi, j'aime le travail des fact-checkers, j'aime le service public, parce qu'on peut le dire. Hein. Je veux dire, comme c'est payé par de l'argent de l'État, Conspiracy Watch, qu'ils ont reçu de l'argent de l'État, bah il faut... Enfin... c'est avec Rudy Reichstadt, c'était Conspiracy Watch, effectivement. Donc moi, comme c'est le gouvernement, je suis d'accord qu'on regarde le Conspiracy Watch, le Conspiracy Zap, comme ça on est au courant. Voilà, allez, on regarde, c'est aujourd'hui, le nouveau est tombé, on se fait plaisir. Après, on va aller sur Hold Up. Alors attention, entre les deux, il y aura une petite transition, parce que voilà, c'est pas évident de passer de la vérité au mensonge. C'est pour ça, je diffuse, voilà, je fais un warning. Si Rudy, vous m'écoutez, merci pour votre travail de haute qualité. Je le regarde et je le diffuse à ma communauté pour éviter justement que nous tombions dans ces pièges-là. Donc, c'est ma nouvelle méthode. Depuis que vous m'avez épinglé, cher Rudy, j'ai appris. Vous êtes payé par l'État, donc c'est normal, c'est la vérité. J'oblige ma communauté à regarder le Conspiracy. Amen. Bonjour, chers amis. Je reste cette vidéo depuis notre premier camp d'entraînement, qui est un camp d'entraînement citoyen, où nous avons eu le plaisir, en fait, d'accueillir, d'accompagner, d'entraîner et d'endurcir des citoyens français. Il faut se battre pour la souveraineté de la France. Il faut se battre pour libérer la France. C'est un combat de libération nationale. Nous sommes un pays géré par une oligarchie qui a pris le pouvoir, on va parler clair, hein, et qui agit contre le peuple. Si on est vacciné contre le Covid, on a plus de chances de mourir. Ça, on ne peut pas le contester. Les scientifiques, les gens qui découvrent, sont des gens qui sont en dehors de tout consensus, parce que sinon ils ne découvriraient pas. Alors à Paris, c'était grand ciel bleu. Ils se sont dit non. Ils se sont dit là, il y a trop beau ciel. On va vous bombarder. Regardez-moi ça. Ah, ils ont bombardé. Hein. Ils étaient fâchés aujourd'hui. Et aujourd'hui, c'est toutes les semaines. Toutes les semaines, il y a quelqu'un de 33 ans qui meurt d'une crise cardiaque. Et ensuite, je vais voir les commentaires à chaque fois. Et genre, en gros, il y a paix à son âme, paix à son âme, paix à son âme. Une personne ou deux qui disent ouais, bah putain, bah, c'est encore la faute de Pfizer. Et des tonnes de trolls derrière qui sont là. Comme par hasard, vous n'avez aucun respect pour les morts. Et il faut jamais rien dire. Ouvrez les yeux juste. Ouvrez un peu les yeux en fait. Incroyable. Des gogoles. Vous êtes des gogoles. Le séisme au Maroc a été provoqué. C'est pas un secret. Ils ont cette technologie depuis longtemps. Il y a plein d'articles et de vidéos qui en parlent. J'ai une amie ici dans la Palmeraie de Marrakech dont les enfants sont à New York. Et les enfants l'ont appelé 2 minutes avant que ça arrive, parce qu'ils étaient déjà au courant à New York. C'est-à-dire qu'ils lui ont dit ouais, vous avez pris un séisme 6.8. Et donc la maman qui est à Marrakech a dit mais ah bon, non, on n'a rien senti. Et d'un coup, pendant l'appel, ils ont pris le séisme sur la tronche dans la Palmeraie. Donc les Américains étaient au courant avant que ça arrive. Nous étions le 25 août. Jean Kuhl, le commissaire européen, se leva de fort bonne humeur ce matin-là. C'était en effet le jour où entrait en vigueur le projet de sa vie, faire taire tous ceux qui l'empêchaient, lui et ses amis, de s'enrichir honteusement avec l'argent public. En plus, son brushing était parfait. Et enfin... Oh, le bus Donald Trump.
Un peu rajeuni d'ailleurs. De profil, il est très reconnaissable. Ouais, de face aussi. Ouais, très bien, très bien. Mais j'ai déjà le Poutine dans ma cuisine. Je vais voir où mettre celui-là. Mais non, Monsieur Poutine n'est pas Raspoutine, ni le Russe non plus, affreux, sale et méchant. Nos peuples jusqu'à vous allaient se rapprochant. Que leur inventez-vous? Je ne veux plus être cet épouvantail, ce représentant de l'antisémitisme, parce que je ne l'ai jamais été en fait. Je me suis laissé entraîner dans un jeu de la surenchère, mais il y a, comme dans toutes les communautés, dans cette communauté-là, des gens belliqueux, haineux, et je les ai eus en face et on s'est foutu dessus. Bon, bah voilà. Et je tenais en fait à féliciter officiellement toutes les personnes qui y ont participé, mais que vous ne verrez pas en vidéo. Vous ne les verrez pas en vidéo, mais par contre vous les entendrez. France! 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 Le rumeur qui se répond. Faut comment ça Le rumeur qui se répond. Il vient sauver le petit des horribles journalistes de Conspiracy Watch. Mais je travaille à France Info. J'ai tendance à croire à la rumeur. Voilà. On a regardé le Conspizap. On a regardé le Conspizap, les amis. Ça, voilà, au moins on est au courant. Et il faudra qu'on regarde aussi, ça me semble très important, les émissions de Conspiracy Watch, désormais. Oui, en fait, je viens d'avoir une révélation divine. Je pense qu'il faut le faire. C'est pour votre bien, c'est pas pour moi. Donc, il y a des vidéos Conspiracy Watch. Je crois que c'est le mieux qu'il nous reste à faire. Pour rendre hommage, justement, il faut regarder. C'est quoi l'émission où ils sont autour d'une table? C'est pas Tristan Mendes France qui fait ça? Je pense que c'est important, en fait. Ils ont une émission où ils sont entre eux et ils discutent entre eux en disant tous les autres, c'est des cons ou des complotistes et nous, ça va. Nous, c'est gagné. C'est quoi cette émission? Vous avez pas... vous voyez, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Il y a un truc... Oh merde, c'était quoi? Vrai ou fake, c'est ça? Vrai ou fake? Je sais pas, moi. Parce qu'il faut regarder ça. Je comprends pas pourquoi on l'a pas fait avant, en fait. Je suis con parce que ça aurait été bien. Faut regarder tous ces trucs-là, maintenant. J'ai pas dit que c'était pour se foutre de leur gueule. J'ai dit que c'est important. C'est important. Ouais, non, mais on regardera. C'est bien, c'est bien. Je suis content de tout ça. Donc, voilà, nouveau Conspizap, c'est chouette. Et sinon, les amis, tant qu'on est dans l'entre-soi, petite séquence et après on passe sur Hold Up. Voilà, c'est la petite transition que je voulais vous proposer. Laurent Ruquier qui invite son mec sur le plateau de BFM TV. Est-ce qu'on est bien ou pas? Merci en tout cas à tous les 6 d'avoir accepté de participer à cette émission. Merci à Cyril Hanouna qui nous regarde peut-être d'avoir prêté Hugo Manos pour un soir. Je lui rends, en tout cas pour les émissions. Et merci aussi à vous, Julie Hamet. Voilà, il n'y a pas d'entre-soi dans les médias. Parce que si tu dis ça, tu es dans le Conspizap. Alors après, oui, Laurent Ruquier, effectivement, pote de Marc-Olivier Fogiel qui a lui-même été nommé président de BFM avec l'arrivée de Macron, enfin quelques années après l'arrivée de Macron, ça c'est une chose, et Laurent Ruquier qui invite son mec sur le plateau de BFM TV. Ça c'est important. Donc voilà, je pense que maintenant vous êtes bien au niveau des informations, de la vérité, de tout ça. Je vous propose que on passe sur Hold Up. On passe sur Hold Up, les amis, 17h20. On est pas mal. On va regarder ça, vous le savez, donc je le redis rapidement pour ceux qui arrivent. On se refait le match, c'est-à-dire qu'on regarde le documentaire Hold Up morceau par morceau. On est à 1h15 actuellement. On va regarder bien 40 minutes aujourd'hui, environ, à peu près jusqu'à la farce tranquille. On va voir où on en est, parce que ça dure quand même 2h43. Et après, on regardera Hold On, le nouveau que je n'ai pas vu encore, je découvrirai avec vous. Et l'idée, c'est de comparer un petit peu tout ce qui était du complot, en fait, hier. Parce que Hold Up, c'est Conspizap. C'est tamponné Conspizap. Et on va voir en fait ce qui s'est dans le temps vérifié ou pas avec les révélations, avec tout ce que vous voulez. Et là, on était, pour vous remettre dans le bain, on était sur la question des EHPAD, de la gestion de nos personnes âgées au moment de la crise du Covid-19. Voilà où on en était, les amis. Bon visionnage, on regarde ça ensemble. On fait du react, comme on dit sur Twitch. Je réagis par moments, sinon je ferme ma gueule. C'est pas parce qu'on habite dans une maison de retraite qu'on devient une personne mineure. On est majeur. On doit pouvoir décider de sa propre vie et comment on veut la conduire. On les a enfermés à clé dans leur chambre, sans visite. Même les prisonniers, dans les prisons, ont un droit de visite et un droit de promenade. J'ai une de mes belles-sœurs qui travaille dans une maison de retraite, dans les bureaux.
Il faisait un temps magnifique au mois de mars, au mois d'avril, au mois de mai. Elle n'osait plus aller prendre sa collation de midi dans le parc de la résidence, de peur de provoquer plus de chagrin encore des résidents qui étaient enfermés et qui auraient pu l'apercevoir profiter du soleil dans le parc. Qu'est-ce qui empêchait le personnel de faire prendre l'air à nos aînés? Quelle peut être la raison invoquée pour empêcher ça? D'être simplement humain avec les gens? C'est inimaginable. Pour moi, c'est inimaginable. On fait preuve d'une inhumanité qu'on n'a peut-être pas connue depuis les heures les plus sombres de notre histoire, je pense. Trier les gens en fonction de leur âge. Moi, j'ai ma maman qui, effectivement, est tombée malade. Je savais que si elle était amenée à l'hôpital, elle ne bénéficierait de rien du tout, étant donné qu'elle avait 74 ans. Donc j'ai tout fait pour la maintenir à domicile. Et puis elle a soigné. Voilà. Le médecin l'a renvoyée chez elle avec du Doliprane. Attendez de mourir gentiment chez vous. Et si peut-être, non pas que ça n'irait pas assez vite, mais on peut vous aider pour que ça se passe dans les moindres souffrances en vous prescrivant du Rivotril. Mais soyons clairs, c'est une prison. Le fait que vous soyez puni par 135 € si vous n'avez pas votre déclaration et que vous deviez justifier, parce qu'attention, c'est pas simplement de l'avoir, il fallait quand même ne pas non plus tromper les policiers. C'est une sanction pénale. Or attention, chaque fois que nous perdons une part de liberté au nom de la sécurité, au nom de la santé, on ne les retrouve plus. L'a déjà dit lors des précédents visionnages, mise en scène un peu relou quand même sur Hold Up. Le sujet est suffisamment grave, je suis pas certain qu'il y avait besoin de foutre de la musique à ce point-là. Le côté un peu larmoyant d'un sujet qui l'est déjà énormément, mais qu'importe, petite parenthèse. Par contre, j'en profite juste, là je fais mon maître d'école, je vois dans le chat, l'ami, en plus c'est des fidèles de chez fidèles, c'est ceux qui m'enquiquinent. Tilusae, on se détend dans le chat, voilà, on s'en met pas dans la gueule les uns les autres, merci. Hein, j'ai pas envie de faire de la modération, je suis pas Pascal le grand frère, donc on évite de se chier à la gueule dans le chat, ça m'arrange. Merci à tous. Vous connaissez la guinguette, on débat, on n'est pas d'accord, on s'attrape par le coltard, ça me va, mais ça va pas plus loin. Attention, c'est la dernière fois que je le dis. Sinon, moi aussi, je suis à la castagne, je vous le dis direct, attention. Il y a un phénomène qui est celui-là très inquiétant, c'est que ce pouvoir a pris l'habitude de fonctionner à l'aide de l'arbitraire. Parce que lorsqu'il a mis en place les premières mesures, il l'a fait dans un cadre juridique qu'on a créé pour l'occasion, avec un état d'exception qui n'existait pas dans la Constitution, je suis tout à fait désolé. On a donné au pouvoir exécutif, aussi médiocre soit-il, tous les pouvoirs, et on l'a fait de façon coercitive et punitive. C'est quand même fantastique. On dit aux gens, il va y avoir une pandémie, elle est dangereuse, donc ceux qui doivent aller au boulot, ils vont y aller, les autres, on va vous enfermer chez vous, c'est-à-dire qu'on va vous mettre en prison. Moi, j'ai connu la prison professionnellement, bien sûr. C'était bien ça. Et on a distribué 1 million d'amendes pour violation du confinement. Il y en a eu 9000 en Grande-Bretagne. Le confinement à l'aveugle aura bien compensé les radars en manque de voitures. Ce qui m'ennuie, c'est que je voudrais pas que la population de ce pays s'habitue à cet arbitraire. Ça, je pense qu'il y a un réel danger. Quand le dispositif pénal se met à violer les principes fondamentaux, et pour une amende de violation du confinement ou de violation du port du masque, c'est une sanction pénale qui doit obéir aux mêmes principes. Alors, on s'habitue à ça, demain on s'habituera à autre chose, on vous interdit d'aller et venir, etc., qui sont des mesures extrêmement attentatoires aux libertés. Elles sont
Ce sont des limitations des libertés. Les libertés publiques fondamentales, elles sont dans la Déclaration des droits de l'homme et dans notre Constitution. Je pense que les dégâts du confinement seront sans doute pires que le virus en lui-même, mais ça va s'arrêter quand? Ce pouvoir a pris goût à l'arbitraire. Petite pause pendant que j'interromps Régis de Castelnau. Bonjour et salut aux amis de Notizzi qui vient de nous faire un raid à l'abordage. On se fait attaquer. Merci camarades, merci Notizzi. Bonjour aux petits nouveaux qui sont 104. 104, c'est quand même pas mal. Ça fait plaisir. Salut à tous les amis. Pour vous mettre dans le bain tout de suite, on se refait le match de hold-up. On regarde hold-up pour voir un petit peu ce qui s'est passé, quel retour on peut avoir quelques années après. On refait le match comme disait Eugène Sacomano. Bonjour à tous les amis. Et on était avec Régis de Castelnau qui dit quelque chose effectivement de très intéressant et qui explique, et Carlos Brusa également, maître Carlo Alberto Brusa, dont j'ai reçu le nouveau bouquin bientôt sur la chaîne, j'espère. Je fais au mieux parce que tu vois, j'ai des piles de trucs à lire. Il y a Christine Coton aussi, il faut que j'invite avec joie, mais j'ai pas encore eu le temps de tout faire, donc j'arrive. Et c'est vrai que cette histoire de recul de liberté, une liberté enlevée n'est jamais, en tout cas que trop rarement rendue, et aussi le fait que la population s'habitue à cet arbitraire du pouvoir, ça pour le coup, avec quelques années de recul, on peut clairement dire que c'est le cas. Avec aujourd'hui, on met des policiers devant les écoles pour discuter de la taille d'une robe et ça ne gêne plus personne. Donc ça a contribué dans un élan qui était déjà un peu le cas avant, qu'on soit bien d'accord. Un petit exemple que je trouve extraordinaire. Le 15, la veille, c'est le 14 ou le vendredi, le 13 mars. Ouais. Débat, les municipales vont-elles avoir lieu? Monsieur Macron décide que le premier tour aura lieu le 15 mars. Et il a déjà pris la décision de confiner le mardi 17 mars. D'accord? Ça veut dire qu'il sait, quand il décide que le premier tour doit avoir lieu, il sait que le deuxième n'aura pas lieu. Constitutionnellement, il doit avoir lieu une semaine après. C'est une institution importante, la commune. Hein. Eh bien, il y a une décision délibérée de sabotage de ce scrutin. Je vous avoue que là, nous sommes passés dans un état de non-droit évident. Il n'y a qu'un seul article qui gère ce genre de situation, c'est l'article qui déclare l'état d'urgence, qui est l'article 16 de la Constitution. Donc, au moment où cette pandémie, enfin épidémie ou pandémie comme vous l'appelez, c'est déclaré, les pouvoirs publics se sont bien gardés de faire appel à l'article 16 de la Constitution qui est encadré et qui ne permet pas au pouvoir exécutif de faire n'importe quoi et surtout pas sur une très longue durée. En fait, nous vivons dans des sociétés qui sont politiquement organisées autour de la corruption. Donc le principe de la corruption est un principe générateur, est une force motrice de nos sociétés politiques. Un virus hyper puissant donc, jusqu'à transformer nos démocraties. Il était pourtant annoncé depuis des années et d'une façon précise. Non pas par des complotistes en manque de notoriété, mais par des blouses blanches devenues voyantes et des cols blancs très prévoyants. En 2009, ce livre préfacé par le journaliste écrivain Alexandre Adler rapporte des archives secrètes de la CIA. Et pour savoir ce qu'on allait vivre, 11 ans plus tard, en 2020, il suffisait de lire la page 250. Le déclenchement possible d'une pandémie mondiale, ce sera sans doute en Chine, un virus de type H5N1, augmentant les chances de mutation d'une souche susceptible de provoquer une pandémie. La maladie tarderait à être identifiée. Faudra des semaines pour que les laboratoires fournissent les résultats définitifs confirmant l'existence d'une maladie risquant de muter en pandémie. En dépit des restrictions, des voyageurs présentant peu ou pas de symptômes pourraient transporter le virus sur les autres continents. L'absence d'un vaccin efficace ou d'immunité dans le reste du monde exposerait les populations à la contagion. Les pertes économiques à l'échelle mondiale entraîneraient l'infection d'un tiers de la population du globe et la mort de centaines de millions d'êtres humains. Un an plus tard, en 2010, ce sont... Ça pour le coup, et à l'époque, à l'époque où j'avais fait une vidéo, où le documentaire était sorti, j'avais fait une vidéo déjà sur Hold Up. Ça, pour le coup, je n'étais pas d'accord et je ne suis toujours pas d'accord avec cette interprétation qui est faite, dans la mesure où il faut rappeler que ce bouquin d'Alexandre Adler, d'ailleurs, un bouquin qui sort quasiment tous les 10 ans environ, il en a déjà... Enfin, il y en a un autre qui est sorti pour 2030, je ne sais pas si c'est Adler qui le signe. Je me demande d'ailleurs s'il est... Attends, je peux lui porter la poisse, mais attends, j'ai un doute.
Oui, malheureusement, il est plus de ce monde. Alexandre Adler est décédé en juillet 2023, c'est bien ce que je pensais. Donc il y a un nouveau qui a été signé sur 2030. Il faut quand même rappeler que ces livres-là, des archives de la CIA, machin, sont des livres de projection. C'est-à-dire que oui, les services secrets, mais pas seulement la CIA, imaginent des scénarios de ce qui peut se passer dans les années à venir pour être préparés, que ce soit militairement, sur le plan sanitaire, des choses comme ça. Donc dans ce livre que j'ai lu, vous pouvez trouver ce scénario-là, bien sûr, et beaucoup d'autres, sur des domaines qui n'ont rien à voir, sur des guerres qui n'ont pas eu lieu, sur des scénarios qui ne se sont pas réalisés. Donc là, par contre, je pense qu'il y a un excès de zèle sur l'interprétation du bouquin et une forme enfin, je veux pas dire de mensonge, même si on n'est pas loin du compte. Parce que pour moi, la mise en contexte est mauvaise sur un bouquin dont c'est précisément le but d'imaginer ça. Après, il est peut-être possible que, oui, effectivement, la CIA est tout organisée, machin. En l'occurrence, ça n'est pas dit dans le livre. Hold Up ne le prouve pas non plus. Donc je trouve que, voilà, sur ça, je mets un carton jaune. Voilà, carton jaune dans la réinterprétation. Alors apparemment, il y a des soucis, juste pour dire qu'on n'entend plus les vidéos que ta voix. Ah merde, attends. Du coup, c'est quoi? C'est mon micro qui est pas bon ou c'est l'audio internet? Attends, je peux le baisser un peu. Vous me dites dans le chat si ça va mieux. J'ai baissé un petit peu le son des vidéos là. Encore les États-Unis qui nous annoncent le pire. Grâce à ce milliardaire dont le nom Rockefeller est mondialement connu et qui laisse derrière lui une fondation devenue entre autres spécialiste dans l'écriture de scénarios apocalyptiques. D'où vient cet intérêt pour ces sombres prévisions en sachant qu'en 2010, les virus du monde animal et captés par l'homme se transmettent ensuite difficilement aux autres êtres humains? Infectant près de 20% de la population mondiale et en en tuant 8 millions en seulement 7 mois, la majorité d'entre eux étant de jeunes adultes en bonne santé. L'imposition rapide par le gouvernement chinois d'une quarantaine obligatoire et la fermeture quasi hermétique de toutes les frontières ont sauvé des millions de vies. Aux États-Unis, tout se transforme en marché. On sait bien combiner le monde des affaires avec celui de la philanthropie. Bienvenue chez Bill Gates, l'étonnant informaticien devenu le grand spécialiste des virus après avoir échoué à les maîtriser chez Microsoft. Bill Gates est un visionnaire, il sait sans doute que la clé des marchés passe par le virus, donc par le vaccin. La normalité ne reviendra que lorsqu'on aura largement vacciné toute la population mondiale. Un géant de l'informatique qui veut vacciner la Terre entière, moi personnellement, ça me fait plutôt... Mais des microbes. Un virus comparé à une bombe atomique, là aussi j'ai peine à le croire. À moins que ces virus soient transformés en armes de guerre. Et comme la folie des hommes n'a pas de limite, tout doit être envisagé. Mais Bill se veut être un milliardaire altruiste. Il appelle cela le capitalisme créatif. Sans attendre l'épidémie qu'il annonce, il est déjà à l'ouvrage, en vaccinant les autres. Aujourd'hui, le milliardaire se retrouve face à un autre géant, l'avocat Bob Kennedy, qui a lui près de 400 000 dossiers d'enfants handicapés à la suite de vaccinations en Inde un peu rapides et parfois forcées. L'une des raisons pour lesquelles nous sommes si impliqués dans ce dossier, c'est que nous ne voulons pas que les premiers vaccins aillent aux pays les plus riches. Il faut s'assurer qu'il y ait une distribution équitable. Si vous regardez par exemple les travailleurs de la santé dans le monde, il y en a 60 millions et ils méritent de se faire vacciner en premier. C'est eux qui sont en première ligne et c'est eux qui nous protègent. Puis ensuite, vous regardez en fonction des pays et des populations et vous vous rendez compte que, par exemple, ici aux États-Unis, je pense que ce sont vraiment les Noirs qui devraient l'obtenir en premier. Pour cette semaine de l'Écho, vous écrivez dans une tribune, Jacques Attali, que cette crise du coronavirus est une crise volontaire. Autre visionnaire, il est français, un habitué des hautes sphères et prophète sur les plateaux télé. Cette épidémie ne se terminera que lorsqu'on aura un vaccin et un médicament. C'est demain matin ou dans 2 ans, ou jamais, je n'en sais rien. Avant, on ne pourra pas se déconfiner, sauf à créer les conditions de disposer assez de masques, de tests, de mécanismes de contrôle de du voisinage qu'on a pu avoir avec des gens qui ont été malades, toutes choses qu'on n'a pas. Un virus qui terrorise donc ce scientifique, malgré des chiffres et des courbes qui n'invitent pas au suicide. Là encore, le discours de ce prophète questionne.
Qui est cet homme qui avait déjà annoncé sans sourciller en 2014 qu'Emmanuel Macron serait président? Je crois qu'Emmanuel Macron a tout à fait le talent pour être un président fiable un jour. Emmanuel est un ami très proche. Je suis très fier d'avoir été à l'origine de sa carrière. Et c'est un homme très intéressant. Et je suis convaincu qu'il sera un jour président de la République. Je pense que il a ce talent. J'irai même plus loin. Je crois que je connais celle qui viendra après lui. Ah bah alors ça c'est un nouveau scoop. Attendez, on peut pas interrompre ça. Allez-y. En 2009, dans l'hebdomadaire L'Express, curieusement, cet énarque tire les leçons de la crise du H1N1. Une crise sans aucune gravité, mais là encore qui a dû le traumatiser, car voilà ce qu'il écrit. Il ne faudra pas oublier d'en tirer des leçons pour qu'avant la prochaine, inévitable, on puisse mettre en place une police mondiale, un stockage mondial et une fiscalité mondiale, afin d'avoir les bases d'un véritable gouvernement mondial. C'est d'ailleurs par l'hôpital qu'a commencé en France au XVIIe siècle la mise en place d'un véritable État. Les sénateurs qui n'ont rien de prophète vont jusqu'à dénoncer une fausse pandémie en 2009. L'OMS soupçonnait au mieux d'avoir surestimé le risque, au pire d'avoir inventé une pandémie. Et quand on est face à une fausse pandémie, comment peut-on souhaiter pour la suivante avoir des mesures encore plus renforcées, encore plus délirantes? Là, tu vois, par exemple, c'est un autre problème que je reproche un peu au documentaire. Si on reprend quand même ce qui est dit sur le truc de l'OMS, tu vois, là... L'OMS soupçonnait au mieux d'avoir surestimé le risque, au pire d'avoir inventé une pandémie. Tu vois, là, je trouve que ce propos-là, ça, je trouve, on est aussi dans une des limites du documentaire. Ok, sur Attali, sur machin et tout, on l'a dit mille et une fois. Le côté prévision Macron, ok, pourquoi pas. Attali a aussi dit beaucoup de choses qui ne se sont pas vérifiées. Donc, il faudrait un jour faire un documentaire. Il faut voir la quantité de ce qu'il a dit qui s'est révélé et ce qu'il a dit qui ne s'est pas révélé. Il faut aussi quand même rappeler ça. Mais là, je trouve que le documentaire, par exemple, tire en épingle un peu. Enfin, comment dire, trahit un peu le propos. Parce que si on reprend ce qui est écrit, l'OMS soupçonnait au mieux d'avoir surestimé le risque et recommandé aux États membres des mesures disproportionnées et d'un coût démesuré, au pire d'avoir inventé une pandémie sous l'influence des industries pharmaceutiques désireuses de rentabiliser leurs investissements grâce à l'application des plans nationaux. On n'est pas dans la logique de l'OMS qui aurait inventé au sens créé le virus. On est dans la logique de l'OMS qui aurait justifié faussement le statut de pandémie pour faire vendre du vaccin et compagnie. Ce qui est quand même pas la même chose. Et je trouve que par moment, il y a un peu quand même de... comment dire, ils exagèrent. Ils exagèrent un petit peu par moment les propos, ils exagèrent certaines choses, alors que pour moi, il n'y a pas besoin. Pour moi, il n'y a pas besoin parce que le sujet est suffisamment assez grave et se contenter des faits est largement assez important pour alerter. C'est une des autres petites failles que je trouve dans le documentaire où parfois ça pousse un petit peu trop loin. Et quand on est face à une fausse... Il y a Ed 2912 qui dit « tu es un peu trop lisse ». Non, c'est pas lisse, c'est que je parle français. Et en l'occurrence, cette phrase, il faut la comprendre comme elle est écrite. Et je pense qu'il n'y a pas besoin de faire des effets de manche comme ça. Je suis pas certain. Après, si c'est ça être lisse, j'ai pas de problème. Mais... Pandémie, comment peut-on souhaiter pour la suivante avoir des mesures encore plus renforcées, encore plus délirantes? Pourquoi un raisonnement qui défie toute intelligence? De qui se moque ce polytechnicien? Doit-on comprendre que c'est par la santé que pourra se mettre en place un gouvernement mondial? Il y avait Attali le prophète, on découvre Attali le comploteur. Qui est cet homme qui revendique avec fierté la formation de ce président que personne n'attendait? Élu avec 24% des voix et qui aura vu sur sa route les Gilets jaunes, Notre-Dame de Paris en feu et un confinement unique dans l'histoire de l'humanité et qui en France était en préparation dès le 5 décembre devant l'Assemblée nationale avec les prémices de la loi Amiel censée donner un cadre juridique à cette situation exceptionnelle. Alors, comme sur la première question, le fait américain a été préempté et que pour ma part je suis un optimiste, je dirais que le fait marquant de l'année 2013, ça a été l'accomplissement du sauvetage de la zone euro et l'union bancaire. Le 5 décembre, il y a une loi qui a été présentée pour rendre légal le confinement. C'est étonnant. C'est très étonnant. Alors c'est vrai que très clairement, on était à la fin de l'exercice budgétaire, etc. Je vous avouerai que c'est quasiment passé sous silence. Et ce texte, en tout cas, je ne suis pas à la commission des lois,
À la commission des affaires sociales, nous ne l'avons pas vu passer. Donc il a vraiment été plus que confiné le texte lui-même. Mais c'est étonnant, on peut se poser la question. C'est vrai que c'est assez curieux parce que effectivement, j'avais pas percuté. Quand vous m'avez envoyé des documents, je me suis dit mais c'est vrai, c'était dès le 5 décembre, ça venait à peine de démarrer à Wuhan en Chine. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je ne crois pas. Je ne souscris pas, pour l'instant, à une analyse qui consisterait à dire bon, voilà, il y a eu des arrière-pensées au plus haut niveau et tout ça a été construit. Mais dans la tête des gens qui sont dans ces milieux-là, oui, il y a cette vision. Et qu'en est-il de la responsabilité de l'OMS dans la gestion de cette crise? Je vous présente son président. Il n'est pas médecin et doit son titre de docteur à une thèse sur les maladies infectieuses. Il a été ministre de la Santé en Éthiopie et on lui reproche d'avoir dissimulé une épidémie de choléra. C'est donc bien un homme politique. Le problème déjà soulevé en 2010 reste sa dépendance vis-à-vis de l'industrie pharmaceutique. Ses financements dépendent en effet à 80% de fonds privés et quand on y regarde de plus près, ces fonds sont très liés, en majorité, à Big Pharma. On comprend donc facilement la volonté de torpiller un médicament vieux et peu coûteux. Avec un groupe de personnes très actives dans le monde entier, des experts de différents domaines, on était allé à l'ONU, on a rencontré des rapporteurs spéciaux, on est allé 2 années de suite, et un rapporteur spécial un jour nous a dit, mais vous savez, l'industrie pharmaceutique, c'est la plus grande cause de corruption sur la planète, même avant les bâtiments travaux publics, parce qu'un médicament, ça coûte pas forcément très cher à fabriquer, bon, ils peuvent se planter, ils peuvent perdre quelques millions sur le développement d'un produit, mais une fois que le produit marche et lancé, après les chaînes de production baissent les coûts et ils peuvent le fabriquer pour $5 et vous le vendent à 500 ou $800. Ça dépend des produits, mais donc les marges peuvent être colossales. Après 7 mois d'une campagne de dénigrement contre l'hydroxychloroquine, c'est Gilead qui rafle la mise. Bonne nouvelle, l'Europe a donc encore un peu d'argent pour l'industrie pharmaceutique. Gilead, un nom biblique en référence au baume de Galaad, un baume médicinal mentionné dans la Bible. Une feuille et un bouclier, la santé et la force. Il manque juste le dollar. En 2019, son chiffre d'affaires atteint les 22 milliards de dollars. Pour le Remdesivir, les matières premières coûtent $10, pour un traitement revendu $3120. Nous sommes bien chez l'oncle Sam. Juin 2020, Gilead se voit valorisé après une fusion à 200 milliards. C'est le jackpot, avec un médoc cher et qui s'avale avec une seringue. Retour à la réalité avec ce géant américain. Excellent, quand même. Excellent sketch des Guignols. Franchement, il y a un côté South Park un peu par moment, c'est tellement visionnaire. Franchement, c'était du très très lourd. Et ce sketch, il a une telle résonance aujourd'hui, c'est ouf. À ses côtés, pour le conseiller, un certain nombre d'experts, dont un Français, le professeur Yazdan Pana. De 2013 à 2015, il participe aux réunions de direction du groupe. Et c'est aussi lui qui, 5 ans plus tard, pilote en France la crise du Covid, en tant que membre du conseil scientifique nommé par Macron. Enfin, il aura piloté l'étude Discovery, dont on connaît la fin. La coûteuse enquête française a dû être annulée, officiellement, faute de patients. Là, ça aussi, c'est un des autres. Alors, après, attends, je critique, c'est facile. Hein. Je critique dans ma chaise roulante, tout va bien, mais c'est aussi un des points où je suis un peu en délicatesse avec Hold Up parce que ça va trop vite, en fait. Oui, la toile d'araignée, on l'imagine, les liens, les machins, les bidules. Mais là, on passe de Gilead avec une fusion qui n'a rien à voir, qui fait du pognon, qui machin. Ah oui, mais ils ont un conseiller qui est lui qui a conseillé ça. Enfin, ça va trop vite. Et d'autant que pour moi, le côté, les laboratoires pharmaceutiques font de l'argent. Oui, le vrai problème vient de ceux qui pensaient que ça n'était pas le cas et que Pfizer, Gilead, Sanofi, c'est l'abbé Pierre. C'était d'une cruelle naïveté que de penser que les laboratoires pharmaceutiques avaient pour but de sauver les gens. Le sketch des Guignols pousse le truc encore plus loin et c'est rigolo parce que ça résonne en vrai, tu vois. Mais je trouve que le documentaire va très 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 vite et du coup ça donne l'impression de quelque chose de très facile, de très simple, de très logique. Je ne dis pas que ces liens n'existent pas, mais je pense que ça mérite de prendre le temps justement pour se blinder des attaques qui étaient certaines, et ils s'en doutaient bien, des attaques qui allaient venir et qui allaient justement pointer ça du doigt. Je crois que, après le documentaire ne peut pas faire 15 heures, mais il aurait fallu quand même être un petit peu plus rigoureux sur la construction pour s'éviter les raccourcis qui allaient se faire défoncer derrière et décrédibiliser la démarche. Mais ça, c'est que mon avis.
L'épidémie étant derrière, officieusement pour faire barrage à l'hydroxychloroquine qui affichait les meilleurs résultats intermédiaires face au placebo, comme le montre ce croquis. Le professeur Raoul Tessonnet, KO debout. Sur CNews, il lance un appel. Déroutant. Je fais un appel aux journalistes d'investigation. Je voudrais savoir pourquoi les 2 essais comparatifs avec l'hydroxychloroquine faits dans ce pays, Discovery et l'essai fait à Angers, e-Covid, ont été arrêtés prématurément alors que l'hydroxychloroquine donnait de bons résultats. Un chaos à cause d'une enquête salement bidonnée. Gilead sait bien s'entourer. 2 de ses actionnaires sont aussi actionnaires du Lancet. Il s'agit de 2 fonds d'investissement américains, The Vanguard Group et BlackRock, bien connus en France pour avoir influé sur le financement des retraites. La corruption n'a pas de frontières. Vous avez un produit, il y a des preuves qui montrent que ça marche pas, et vous dites prenez de l'hydroxychloroquine, vous serez protégé. C'est comme quand vous aviez la BD de Lucky Luke avec le remède miracle, où on dit aux gens prenez ça et vous allez Pardon Martin, mais moi j'ai entendu Christian Estrosi dire mais j'ai été soigné grâce à l'hydroxychloroquine. J'ai été soigné. Il y a cru, la croyance, c'est qu'il il a cru peut-être parce qu'il a vécu cela et il s'est dit quand j'ai pris ce médicament, j'ai plus eu de fièvre et ça allait mieux. Oui, mais c'est pas vrai. Sauf que c'est pas vrai. Sinon on l'aurait vu dans les études. Donc en fait, il y a le hasard qui fait qu'il a été mieux et lui, il y a beaucoup de hasard. Il y en a beaucoup qui ont témoigné. Il a imputé ça à l'hydroxychloroquine et c'est là qu'on voit qu'il faut que la science intervienne dans la médecine. Sinon, je suis désolé, c'est du charlatanisme. On peut dire tout ce qu'on veut. En période d'incertitude. Oh ça, petit pincement au cœur quand je vois Martin Blachier, on lui doit beaucoup de choses quand même. Information négative est prise avec avidité par les gens parce qu'on ne peut pas risquer de ne pas prendre en considération une information négative. Si on vous dit des choses positives, eh bien il y a un risque beaucoup plus grand de croire la positivité. Et donc, des gens qui balancent finalement sur les plateaux des choses très négatives gagnent à tous les coups. Et d'ailleurs, aujourd'hui encore, on continue à les voir. Aujourd'hui encore, il y a les mêmes personnes qui nous prévoyaient 500 000 morts qui sont toujours en place. Ils sont indéboulonnables. Ils ont beau s'être trompés sur toute la ligne depuis le début, ils sont toujours là. Si quelqu'un avait dit quelque chose de positif et que l'épidémie était réellement arrivée, cette personne serait vouée aux gémonies et ce serait discrédité totalement. Là, ils disent tout ce qu'ils veulent, ils ne sont jamais discrédités. On ne leur dit plus rien. Donc, si vous voulez, ils ont tout à gagner à être dans cette posture-là. Sur les plateaux, certains épidémiologistes continuent de prophétiser le pire, mais avec le sourire. Quelques clics plus loin, on découvre très vite que cet épidémiologiste est avant tout un homme d'affaires. En 2013, le jeune homme monte une start-up financée en grande partie par l'industrie pharmaceutique, dont le géant Gilead. Martin Blachier se défend d'être en conflit d'intérêts. Il n'est pas un médecin prescripteur de molécules, dit-il. C'est vrai, c'est juste un homme d'affaires chargé par l'OMS de trouver un médoc à vendre à la communauté internationale pour combattre la Covid. Alors là, par contre, et puis ça c'est ma partie, je rappelle quand même que je suis expert Martin Blachier, donc là par contre je dois reconnaître que c'est un mensonge. C'est un mensonge du documentaire Hold Up. Et là, je veux dire, c'est comme quand tu demandes à un archéologue d'aller fouiller dans le nombril de Gérard Larcher. C'est ma partie. Martin Blachier est médecin de santé publique et le cabinet Public Health Expertise est un cabinet de conseil à destination des entreprises du domaine de la santé et aussi des acteurs public, certes, mais ça n'est pas un homme d'affaires. C'est pas du tout ce qu'ils disent. Si on reprend ce qu'ils disent, c'est pas du tout ça. Ouais, il n'est pas un médecin prescripteur de molécules, dit-il. C'est vrai, c'est juste un homme d'affaires chargé par l'OMS de trouver un médoc à vendre à la communauté internationale pour combattre la Covid. Voilà, ça c'est assez inexact. C'est franchement inexact. Et là, on parle de mon chouchou, donc je me sens obligé de corriger quand même. Il est donc l'intermédiaire entre les médecins prescripteurs de molécules et l'industrie pharmaceutique. À quel titre intervient-il sur les plateaux TV ? Toute la question est là. Quel est donc ce virus ? Et surtout, que font ces hommes dans ces labos qui sont plus protégés que des coffres-forts ? Pourquoi manipulent-ils le naturel ? Anthony Fauci, depuis des années, travaille sur la transmission des virus interespèces. Car jusqu'à maintenant, les virus venant du monde animal ont du mal à se transmettre d'homme à homme. Le président Trump dit de lui qu'il a 500 ans, un homme qui voit loin, très loin. Lui aussi est un prophète comme on n'en fait plus.
Et s'il y a un message que je veux vous laisser aujourd'hui, basé sur mon expérience, et vous le verrez dans un instant, c'est qu'il ne fait aucun doute qu'il y aura un défi pour l'administration à venir dans le domaine des maladies infectieuses. Une maladie infectieuse chronique, au sens de maladie déjà en cours, et nous en avons certainement un lourd fardeau. Mais il y aura aussi une épidémie surprise. En 2017, Anthony Fauci annonce une épidémie surprise pour l'administration Trump. D'où vient cette certitude, cette assurance à prédire le virus catastrophe, surtout quand vous représentez une autorité scientifique? C'est-il des choses que son président ignore pour aller jusqu'à le contredire lors d'une conférence de presse? It goes out and it's going to go out fast. We're going to be watching for it. But it's all possible. It's also possible it doesn't come back at all. We will have Nous aurons le coronavirus cet automne. J'en suis convaincu. Un virus qui fragilise jusqu'au plus haut sommet et donne à des hommes de science une assurance déconcertante, pour ne pas dire troublante. Que savent-ils qu'ils ne peuvent pas dire? I didn't say that this was going to be worse. I said it was going to be more complicated or more difficult and potentially complicated. Deux conseillers santé qui font peur face à un président qui rassure. Cherchez l'erreur. Anthony Fauci connaît bien l'univers des virus. Depuis des années, il consacre des millions de dollars pour des recherches sur la transmission des virus interespèces. Car jusqu'à maintenant, les virus venant du monde animal ont du mal à se transmettre d'homme à homme. Les travaux consistent donc à prendre des virus sauvages et à essayer de les faire transmettre à l'homme avec des gains de fonction, afin qu'ils deviennent hautement transmissibles, ce qui est la marque d'un virus pandémique. L'objectif de ces recherches étant de trouver un vaccin quand le dit virus pandémique pointera le bout de son museau. Des travaux jugés dangereux et qui ont même été arrêtés de 2014 à 2017. Ils ont repris depuis, avec 3 millions de dollars en plus, notamment pour le laboratoire de Yuan. Que font Sur ce point-là, ça, effectivement, là, il faut complètement donner raison à Hold Up, comme sur d'autres points. Cette histoire de laboratoire P4, hein, combien d'articles de fact-checking ont été écrits à ce sujet? Pour vous le dire, je suis en pleine lecture, une vidéo arrive, on en a parlé. Agnès Buzyn elle-même le dit dans son nouveau livre qui est sorti, qu'elle reconnaît absolument ce qui était dit, et notamment ça, l'intérêt de ces laboratoires de haute dangerosité qui travaillent sur des manipulations de virus dangereux. Ça, c'est clair, aujourd'hui, c'est complètement avéré. Ces hommes dans ces labos qui sont plus protégés que des coffres-forts. Bill Gates nous annonce une guerre pire que le nucléaire. Se prépare-t-elle dans cet univers de nouveau monde? Les mensonges, le premier qui vient à l'esprit, si je remonte dans le temps, c'est l'apparition de ce virus qui serait apparu prétendument à Wuhan, mais dont des symptômes similaires avaient été constatés dès le mois de mars ou avril 2019 aux États-Unis, sachant que le laboratoire de Fort Detrick avait été fermé justement à l'été 2019 pour des raisons de fuite de matériaux bactériologiques. Une information, encore une fois, rarement évoquée. Le docteur Fauci peut continuer son travail d'apprenti sorcier en dopant des coronavirus grâce à des gains de fonction. Un peu du mal avec la musique. Les amis, on est à 1h45 de l'émission, je vais le noter pour la prochaine. On s'est fait une demi-heure, on est pas mal. Je vais vous laisser tranquille parce qu'il y a la farce tranquille qui commence justement, pour être tout à fait tranquille. La farce tranquille qui commence à 18h, donc rendez-vous sur YouTube les amis pour la suite des aventures. Moi de mon côté, je vais filer à l'anglaise. Demain, je vous pose une question avant de finir. Demain, j'avais envie, je vous avais dit qu'on le ferait, je viens de trouver la vidéo. J'avais envie de regarder le complément d'enquête spécial Puy du Fou. Et moi, j'adore le Puy du Fou.
Donc j'ai envie de regarder à quel point c'est une tannée. Est-ce que ça vous dit qu'on fasse ça demain? Le truc fait 1 heure, donc ça peut être assez long. Il y aura peut-être un gros live. Si ça vous intéresse, dites-moi tout de suite oui ou non dans le chat en majuscule. Comme ça, je prépare ou pas mes sujets en fonction. Si ça vous intéresse, allez-y les amis, dites-moi dans le chat. Savoir si on fait ça pour demain. Ce vendredi, je ne suis pas là. Je pars en week-end prolongé avec des copains. Et dimanche, je suis au Grand Buffet de Narbonne. Et ça, c'est le plaisir, c'est la joie. Bon, j'ai l'impression que le oui l'emporte. J'ai l'impression que le oui l'emporte. Il y en a quelques-uns qui l'ont peut-être déjà vu ou quoi. Bon, je crois qu'on a... c'est la démocratie. C'est la démocratie, on va partir là-dessus. Ça marche. Bon, on fera ça demain, les copains. Voilà. Je vous souhaite un bon épisode de La Farce Tranquille. C'est parti pour... c'est sur YouTube, ça va attaquer dans 1 minute. Je vous embrasse. Passez une excellente soirée. À demain, en pleine forme. Vive la rigolade et vive la France.